Je vais finir avec peut-être un regard un peu politique sur cette Bretagne, qui je pense est plus intéressant d'ailleurs que le regard historique, parce que ça nous concerne plus, puisqu'on n'est pas des historiens, on est des militants politiques. Donc parlons politique, même si je vais redire un petit peu ce qu'a dit Arnaud, alors je vais peut-être le résumer. Effectivement, le Conseil régional de Bretagne est administré depuis les élections régionales de 2010, 2004 d'ailleurs, par le PS. Je ne sais pas qui est le président actuellement, mais avant c'était donc Le Drian, que notre actuel ministre de la Défense. Par le PS, mais quand je dis PS, comprenez finalement PS et ses alliés, donc Europe Écologie Les Verts, Front de Gauche, et puis PRG, Parti agricole de gauche, qui est assez fort en Bretagne. L'Union démocratique bretonne régionaliste. Le PS contrôle 4 des 5 conseillers régionaux de la Bretagne politique, oui c'est pas très heureux comme formulation, en comptant donc la Loire-Atlantique. Et dans le détail, il y a eu quand même par département des nuances assez intéressantes sur le comportement électoral et politique, un comportement électoral et politique pluriel en Bretagne. Le Finistère, par exemple, donc la région, le département le plus au nord, c'est plutôt une terre de centre droit. Pas tout à fait de droite, ce qui serait la droite UMP actuellement, mais c'est une région de centre droit, sauf la région de Douarnenez qui vote plutôt à gauche, et puis ce Trégor rouge que j'ai mentionné tout à l'heure de manière un petit peu, moi j'ai découvert ça l'autre jour, qui fait qu'il y a effectivement des bastions de gauche qui sont présents, c'est plutôt des bastions communistes d'ailleurs, communistes et avant le PSU qui était c'est un peu compliqué, c'était Rocard, le PSU. Le Morbihan, c'est plutôt un département de droite, puisque le maire de Morbihan, je crois que c'est M. Goulard, qui était plus ou moins villepiniste. Donc c'est aussi une droite qui n'est pas forcément une droite très ultra, mais c'est une droite modérée, une droite molle, on pourrait dire, mais avec toutes les tendances, centristes, gaullistes, sauf encore quelques bastions, et qui sont cohérents, hein, qui sont Lorient notamment. Oui, Lorient, c'est la ville de M. Lorient, c'est aussi en fait un port très important, Lorient. C'est un port récent, c'est un port du XVIIe siècle. Il a été créé. Là, c'est un exemple de volontarisme politique qu'on n'a plus guère à notre époque. Mais Louis XIV, me semble-t-il, a décidé qu'on ferait un port à Lorient, je crois en 1670, 1875. Donc Lorient est devenu un port. Donc, avec les siècles, Lorient est aussi devenu un foyer plutôt libéral, où la question sociale était très prégnante, puisque les gens y étaient plutôt pauvres, c'était plutôt une sociologie électorale de travailleurs, d'ouvriers, de marins, etc. Les marins, dont on dit qu'ils ont un esprit indépendant, ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire qu'ils ne votent pas comme les notables leur disent de voter. Les marins, historiquement, ont une spécificité du vote. Donc Lorient, très à gauche, par exemple, dans ce département, lui-même plutôt à droite, soit aux mains du Parti socialiste, soit aux mains du Parti communiste. Les Côtes d'Armor sont le département le plus à gauche, avec ce Trégor rouge, et la droite est très marginale en fait, et minoritaire. Et puis l'Ille-et-Vilaine était plutôt un département de droite, avec un cacique local et récent qui était Alain Madelin, je ne sais pas ce qu'il était Alain Madelin, il devait être maire de Rennes ou président du conseil général, c'était un député de l'Ille-et-Vilaine en tout cas. C'est une illustration du fait que l'Ille-et-Vilaine est un département de droite. Pour autant, la gauche y connaît une très forte poussée, comme dans les autres départements, et Ségolène Royal, par exemple, de manière très, très concrète, y est arrivée en tête, en Ille-et-Vilaine. À la fois au premier tour et au deuxième tour. Deuxième tour, 52% de voix, dans un département à droite. Donc c'est bien qu'il y a des évolutions, mais qui sont sans doute le fait de ce qu'on appelle, nous, au Front National, cette boboisation, c'est-à-dire que, puisque l'Ille-et-Vilaine, finalement, concentre la plus grande métropole bretonne, c'est normal, je pense, qu'au niveau des votes, ce soit plutôt un vote de gauche. Je fais la même analyse un petit peu pour le Loire-Atlantique, avec Nantes. Pour faire vraiment à la fois une focale sur la Loire inférieure puis le Loire-Atlantique et une conclusion personnelle, le cas de la Loire-Atlantique, qui est un département de la Bretagne politique,
mais aussi avant de la Bretagne, qui était un département de la Bretagne politique, maintenant un département de la Bretagne historique. La Loire-Atlantique, la Loire inférieure exactement, donc c'était le nom qu'elle avait avant 1957, a très longtemps été dominée par la droite. Par les droites plutôt, puisque c'était une droite à la fois légitimiste, enfin royaliste pour faire simple, qui dérivait de la participation de notre département dans ce qu'était la Vendée militaire, donc la chouannerie, une contre-révolution. Il y avait aussi un bonapartisme des partisans de Napoléon III qui était très fort. Et la gauche s'est construite petit à petit. Je parlais de l'exemple de Lorient tout à l'heure. Là aussi, autour des grandes villes, des grands sites, des grandes villes industrieuses, des grands sites de manœuvres ouvrières, etc. Nantes et Saint-Nazaire. Et pour résumer, la gauche a gagné du terrain, la gauche a eu des députés petit à petit, surtout à partir de Nantes et de Saint-Nazaire. Mais il y a eu des retournements successifs. Arnaud a dit qu'on avait eu un député RPR qui était assez original d'ailleurs, parce que ce monsieur-là, c'était un résistant. On a aussi un maire RPR à Nantes. On a aussi eu par exemple un maire communiste à Nantes au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. On a dans ce département de Loire-Atlantique, dont je dis qu'il passe de la droite à la gauche, on a de grandes figures de l'histoire nationale, qui sont par exemple Aristide Briand, qui était l'homme de la Société des Nations, l'homme de l'esprit des Nations Unies avant l'heure, l'homme de relations pacifiques avec l'Allemagne, etc. Donc on a des retournements réguliers. Actuellement, la Loire-Atlantique est plutôt de gauche, mais elle est aussi plutôt de gauche parce que... Enfin, Nantes, par exemple, est plutôt de gauche, et Saint-Nazaire est plutôt encore plus à gauche. Nantes est plutôt de gauche parce qu'on chasse les populations ouvrières de Nantes pour les déporter à Orvaux, pour les déporter à Sautron, etc., à Rozay, encore pire. Mais la chance du Front National, pour vraiment conclure sur le Front National, par exemple, c'est déjà de présenter des listes de manière un petit peu volontariste. À Nantes, c'était pas forcément facile de faire une liste, on l'a bouclé, mais notre chance, c'est de... Je ne suis pas forcément d'accord avec Arnaud, ce serait bien qu'il précise sa position d'ailleurs, pour conclure peut-être. Notre chance, c'est bien sûr de rassembler tout le monde, mais c'est aussi de parler à ces gens qui étaient par exemple électeurs de droite avant à Nantes, qui ne sont plus à Nantes, mais il en reste un petit peu, qui sont concernés par des questions, des problématiques de sécurité, qui sont concernés par des problématiques... à Nantes, c'est moins vrai, parce qu'on a un bon réseau de services de transport, mais globalement de moins de services publics, ou qui se disent Nantes, c'est des impôts, mais pourquoi faire finalement pour une politique culturelle qui ne me profite pas à moi, qui profite à des élites et qui est totalement non culturelle, etc. etc. Finalement, peut-être qu'à Nantes et dans un certain nombre de municipalités, Saint-Nazaire aussi, ou Orvaux, si nous faisons une liste demain, Orvaux qui est une ville de droite, peut-être qu'on peut s'adresser à un électorat qui est plutôt sensible sur ces questions-là, d'ordre, d'ordre, d'autorité et de respect de l'État-nation France. Tout en s'adressant aussi à un électorat un peu plus épris de liberté, puisque finalement l'ordre ne va jamais sans liberté. Ou alors si on choisit l'un et l'autre, on choisit un extrême finalement. Et moi je ne pense pas que la solution soit dans les extrêmes. Je ne pense pas que le Front National soit aucunement un extrême. Je pense qu'il est une union en bonne intelligence, déjà des hommes, mais aussi des idées. Donc, de l'ordre, mais avec les libertés. Allez, si vous avez des questions. C'est un truc qui m'interpellait. Moi, j'ai habité quelques années à La Rochelle. Ouais. Et tu vois, les grandes villes dans les régions comme ça, je trouve qu'elles ont tendance à être de plus en plus autonomes. En fait, d'appartenir à rien. C'est le sentiment que j'ai, dès que c'est un peu privilégié, tu vois, comme Nantes. C'est ni la Bretagne, c'est ni la Loire-Atlantique, c'est un truc autonome qui est là. C'est Nantes Métropole. Ouais. Tu vois, je sais pas, des grandes villes comme ça, j'ai pas l'impression, enfin j'ai l'impression qu'elles s'en est à des grosses machins là. C'est marrant, c'est un retour aux féodalités un peu. C'est-à-dire qu'avant, il y avait pendant un temps, il y a eu un roi de Franche-Comté, par exemple, au Xe siècle, je ne sais pas pendant combien de temps, peut-être pendant 30 ans.
Et maintenant, demain, peut-être qu'on aura... peut-être que déjà les présidents de conseils régionaux se prennent pour des présidents de leur région, donc présidents de Poitou-Charentes. Peut-être que demain, les présidents de conseils généraux dans ceux des départements se diront « moi je suis président de la Loire-Atlantique ». On est peut-être dans cette logique avec tout ce qui est Nantes Métropole, cette obligation également, cette forte incitation pour les communes de se mettre dans des systèmes de communauté d'agglomération. Peut-être qu'on y vient maintenant. Vous avez la question, là c'est pas du tout la Bretagne, vous avez la question du Grand Narbonne actuellement, qui est un cas épineux et qui fait que je crois une centaine de maires ont signé une pétition, qu'il y a eu des démissions de conseillers municipaux, parce que le Grand Narbonne apporte effectivement à Narbonne, mais ce que le Grand Narbonne apporte aux sous-préfectures attenantes, au chef-lieu de canton, c'est beaucoup plus incertain. Et c'est pas parce qu'au final, on ne peut pas être dans deux extrêmes, vivre dans sa tribu ou privilégier qui Marseille, qui le Grand Paris ou le Grand Narbonne ou je sais pas quoi, ou Nantes Métropole. Il faut, si on a une vision totalement, si on prend à la fois l'histoire de la France et la géographie de la France comme un tout, sans faire de distinction, alors prenons les zones rurales aussi et équipons-les en services publics. Repensons le système d'éducation nationale pour que la ruralité ait sa place avec des équipements plus petits. Voilà, développons la démocratie locale, etc. Faisons les référendums d'initiative populaire quand c'est le besoin, comme dans le cas, et ça concerne un petit peu la Bretagne d'ailleurs avec Notre-Dame-des-Landes, on n'a pas parlé, je pense qu'on aurait pu en parler, mais qui agite un petit peu aussi les régionalistes à l'heure actuelle. Faisons toutes ces choses. Et ne faisons pas une logique de grande métropole qui participe, alors vous l'avez un peu expliqué, à l'intégration européenne. Ouais. Pour illustrer un peu, ce que je voulais dire, c'est qu'ils sont par exemple, puis ils ont un pouvoir énorme. Par exemple, tu prends la mairie de Paris, va faire le mariage homosexuel, on pose à tout le pays, ça la concerne que elle et son petit sentier, tu vois. Voilà. Et pourtant, ils vont y arriver, puis son maire homosexuel, tu vois. Et tu vois, elles ont un pouvoir immense en fait, ces villes-là. Tu les vois aussi maintenant en région, ça le phénomène. Moi je pense que les villes c'est peut-être moins vrai, mais en gros les communautés d'agglomération et les conseils régionaux se substituent de plus en plus à l'État. Je suis très négatif. Ce qui a ça exister en périphérie, c'est impossible en fait. Le mec régionaliste, tu vois, c'est vrai. Le pauvre Charentais-Maritime, tu vois. Son vote face à cette espèce de machin superficiel qui n'existe pas, comme La Rochelle, où il n'y a aucune culture, rien, personne. Enfin, tu vois, les gens qui y habitent ne viennent pas de la région. Eux, ils sont tellement peu nombreux autour que leur vote ils font le pouvoir. Mais la logique, c'est que le vote compte de moins en moins, que les chambres soient des chambres de l'Assemblée nationale, le Parlement européen. C'est-à-dire que c'est aussi une logique internationale, enfin européenne. Jusqu'aux conseils régionaux, la logique, c'est que ce soit des chambres d'enregistrement, et non plus le lieu de développement d'une vie démocratique et civique saine. C'est aussi ça la logique.